jour prendre le pouvoir, parce qu'on est toujours sur la défensive. Non, il faut passer à autre chose. Mais il faut continuer ses combats. Et donc, contre la banque impopulaire d'investissement. Ok? Ça, c'est la version défensive. Et quand mes voisins de droite et de gauche, nous sommes rencontrés au sommet de la place des Vosges, alors ils sont venus me voir avant toute autre chose pour dire l'avenir. L'association citoyenne s'est substituée ce jour-là à l'intersyndicale qui, moi, de Paris ou de Reims ou de Marseille, j'ai le sentiment qu'ils ont laissé tomber le combat, ce combat-là, après la décision de liquidation judiciaire. C'est un sentiment, je peux me tromper, je n'accuse personne, c'est pas le moment et ça ne sert à rien, avançons. Si possible, si on peut avancer ensemble, tant mieux, on a le droit de se tromper, on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'en avoir marre, c'est humain, pas de problème. Mais il ne faut pas entraver l'action citoyenne. Et c'est remarquable, moi j'ai jamais vu, et ça c'est réconfortant pour l'avenir, des citoyens qui disent ça suffit. Le boulot n'est pas fait, on va le faire. Et c'est remarquable. C'est plein d'avenir. Ils ne sont pas tout jeunes, mais comme moi non plus. Mais je trouve que c'était notre génération et on savait ce qu'on devait faire. Et donc c'est la version offensive de notre affaire. Je vais vous conter une histoire. Alors, ça marchera ou ça ne marchera pas dans votre cas. Mais une histoire vraie, hein. Moi je ne raconte jamais, mais que des histoires vraies et vécues. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les médias à l'époque, en 2011, vous savez, cette société qui s'appelait Sifrance. Oui, les bateaux. Qui assure la traversée royale entre Calais et Douvres. C'est l'ancien établissement marin de la SNCF. 1600 salariés. Et un jour, c'est la vieille idée de Napoléon, on va faire un tunnel sous la Manche pour aller plus vite. Et bien entendu, le tunnel, il arrive au milieu des années 90. Et donc, la SNCF se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de mes bateaux? Ils vont tous prendre le train. Ça va plus vite, ça coûte moins cher. L'avenir de ma filiale, enfin, pas ma filiale, de mon établissement est incertain. Alors, la SNCF de Guillaume Pépi, vous savez, cet homme qui était proche de Martine Aubry, décide de filialiser l'établissement marin. Et ils font de Sifrance une filiale, une société anonyme, filiale à 100% d'un établissement public. Bravo les mecs, hein, les socialistes, ils parlent. Ok, ils filialisent. Et puis, bien sûr, 10 ans après, ça se passe mal. Il l'avait pressenti. Et à partir de 2008, dépôt de bilan comme vous, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, 3 plans sociaux successifs, 1600 personnes au tapis. Et donc, on est juste avant la liquidation judiciaire qui va intervenir le 9 janvier 2012. Et il y a un salarié, il reste 800 personnes encore, il y a déjà eu 2 plans sociaux. Le syndicat majoritaire, puissant, fort, intelligent, qui était un syndicat CFDT, mais de l'ancien monde, pas du nouveau monde, s'interroge, ne sait plus quoi faire, il est paralysé, un peu comme les vôtres. Et ce salarié qui dit, mais c'est pas possible, mon syndicat, il faut rien, pourtant je suis syndiqué, putain, il faut réagir, on ne se laisse pas abattre, quoi. Il y a toujours des solutions. Et ce garçon, il me connaissait, je ne sais plus comment, et il vient frapper à ma porte à Reims. Et il vient de Calais à Reims pour m'expliquer, Maître Brun, il faut faire quelque chose. C'est très citoyen, hein, c'est comme eux, là. Bah, j'ai dit, écoutez, moi, si je ne suis pas saisi du dossier, je ne peux rien faire, hein, je suis avocat, je ne suis pas homme politique, je ne peux pas m'immiscer comme ça, mais c'est très simple, dites à votre syndicat que s'il veut bien me recevoir, je viens leur expliquer ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut faire. Ah, elle me dit très très bien, et donc 3 jours après, le syndicat m'appelle en disant, Maître Brun, est-ce que vous accepteriez de venir nous expliquer c'est quoi votre solution, etc. Je leur dis, la solution, je ne vous la donne pas. Vous m'invitez et vous organisez la réunion. Donc, comme ce matin, ils organisent une réunion avec 1000 personnes. Et il n'y a qu'une salle qui permet de contenir 1000 personnes à Calais, c'est Bouligny.
Et le bowling est dirigé par un militant communiste. Ça tombe bien. Et donc, ça se fait là. C'est une magnifique histoire, c'est un peu comme la vôtre, je trouve. Et donc, il y a 1000 personnes dans la salle. Ils me présentent, comme l'a fait Nani. Et ils disent aux salariés, Maître Brun a des choses à vous dire, mais on ne sait pas ce qu'il est là à vous dire. Moi, je dis, écoutez, c'est pas difficile, mesdames et messieurs, maintenant, on arrête de pleurnicher. La liquidation judiciaire est votre chance historique. Vous allez pouvoir racheter pour 1 euro les navires à la barre du tribunal. Vous allez me monter la plus belle coopérative ouvrière depuis Jaurès. Du commandant de bord, Oumou Saillon, vous savez manœuvrer ces navires, vous savez les faire fonctionner. Il y a même des personnes qui vendent qui s'occupent du commercial. On a besoin de personne. C'est votre entreprise. Redressez-vous. Montez la coopérative ouvrière. Et bien sûr, le périmètre, ça ne peut pas être 1600 personnes. L'idée, c'est de repartir avec 500 personnes. Et là, d'un seul coup, tout le monde se lève et le syndicat dit « Oui, c'est magnifique, c'est ce qu'il faut faire, on n'y avait pas pensé. » Et donc, il constitue la coopérative ouvrière. Vous voyez, on est entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Mais 1 euro, c'est un peu court. Surtout quand on a un candidat à la reprise, qui est un groupe danois, qui veut reprendre les navires pour 60 millions d'euros et mettre un pavillon de complaisance. C'est-à-dire que les travailleurs, c'est nos travailleurs polonais détachés. 300 euros par mois. C'est ça le projet alternatif. Et donc, il nous faut trouver 60 millions d'euros. Et donc, je dis, c'est pas difficile. On vient de la SNCF. Ces navires, c'est pas le bien des travailleurs, c'est pas le bien de quiconque, c'est le bien de la nation. Ça a appartenu à la SNCF. Et je suis une filiale à 100% de la SNCF. Donc, proposons à la région et à l'État de créer un syndicat mixte qui soit propriétaire des navires, qui les achète à la barre du tribunal et nous les confie ensuite l'exploitation dans le cadre d'une coopérative ouvrière. Alors, je vous raconte toute l'histoire. Je reçois un petit coup de fil. Officiellement, la région de Martine-Aubry dit « Oui, c'est parfait, on vous apporte 10 millions d'euros. » 3 jours après, je reçois un coup de fil d'un mec qui s'appelait De Saint-Aignan. Et au téléphone, il semble que je ne sais pas qui c'est. Il dit « Oui, vous savez, je suis le vice-président de la région Nord-Pas-de-Calais, je suis le bras droit de Martine-Aubry, c'est moi qui s'occupe de toutes les affaires économiques, Maître Brun. Je vous appelle, mais avant toute autre chose, si vous révélez notre conversation, alors je dirai à tout le monde que vous êtes un menteur. » Je dis « Vous savez, ce vice-président, je suis avocat, le secret professionnel, je connais, vous pouvez lui parler en toute confiance. » Et là, il me dit « Je vous appelle pour que vous demandiez à vos clients au syndicat CFDT d'être sérieux. Nous ne croyons pas à la SCOP, malgré nos déclarations publiques. Vous n'aurez jamais les 10 millions d'euros. Que le syndicat accepte l'offre de reprise des Danois avec le pavillon de complaisance. » Puis, monsieur le vice-président, si vous avez que ça à me dire, on va clore notre conversation et vous pouvez compter sur ma discrétion. Appelle ensuite Nicolas Sarkozy, qui dit je vous ai entendu, je réunis le jour de la Saint-Sylvestre de 2011 un conseil des ministres restreint parce que la seule solution, c'est la coopérative ouvrière. Et je vous promets, on tient notre réunion et vous aurez vos 50 millions d'euros. Et le 1er janvier, grand communiqué de presse de l'Élysée. Oui, nous croyons en la SCOP. Oui, c'est 50 millions d'euros. Bravo, vous aurez votre argent. Audience 9 janvier. Là, on arrive au tribunal de commerce. Mais on n'avait pas l'argent, ni de la région, ni de l'État. Donc le projet n'était pas financé, donc liquidation judiciaire. Mais pour la petite histoire, qui mérite d'être contée, 1 heure avant l'audience, 2 déclarations à l'AFP. La première du secrétaire général de la CFDT, qui s'adresse au tribunal de commerce par la voix de l'AFP pour dire au tribunal de commerce, ne cédez surtout pas l'entreprise à la coopérative ouvrière
les miens du syndicat piquent dans la caisse du comité d'entreprise. Ce sont des voleurs, surtout tous sauf eux. Le patron de la CFDT, qui casse son syndicat. Deuxième dépêche de l'AFP, une demi-heure avant l'audience. Eurotunnel, ceux qui passent sous la mer. Entreprise hyper capitaliste. La vôtre, c'est rien à côté. Et l'entreprise hyper capitaliste dit au tribunal de commerce, nous allons nous porter acquéreurs des navires dans le cadre de la liquidation judiciaire que vous avez prononcée pour 61 millions d'euros. Et bien entendu, nous confierons l'exploitation de ces navires à la coopérative ouvrière. C'est une excellente idée. Le tribunal de commerce prononce la liquidation judiciaire, tout le monde est licencié, tous les licenciements ont été déclarés abusifs, c'est la version défensive, la version offensive. Au mois de mai, au temps des cerises, Eurotunnel rachète les navires, il les répare un peu. Au mois d'août, il nous les confie, et les navires ont repris la mer avec 500 personnes. Ce jour-là, inauguration. Et on attendait, rappelez-vous, François, le père de Thomas, est élu président de la République. Et cet homme, dans son ministère, nomme un ministre de l'économie sociale et solidaire. Ça fait du bien. Et il nomme Benoît Hamon. Et Benoît Hamon, il a la particularité d'être adhérent de la SCOP. Il est actionnaire de la SCOP. Benoît est invité, bien sûr, pour l'inauguration. On cherche encore le ministre de l'économie sociale et solidaire, qui est actionnaire de la SCOP, alors qu'on crée la plus belle coopérative ouvrière depuis Jaurès, depuis les verreries d'Albi, depuis la fin du 19e siècle. Il n'est pas là. Et puis on a un autre ministre, vous savez, Arnaud, un confrère, Montebourg. Belle position, des beaux maillots bleu marine, rayés, hein, c'est fabricant français, ministre du redressement productif. Je lui dis, Arnaud, tu sais, avec lui, avec François, tu ne feras jamais rien. De toute façon, c'est une erreur que tu sois là et que tu aies favorisé l'émergence de François Hollande. Non, non, t'inquiète pas, je te promets, je te suis partout. On l'invite. On cherche encore le ministre du redressement productif. Recréer 500 emplois à Calais, si ce n'est pas du redressement productif, qu'est-ce que c'est? Et vous avez le ministre des Transports, le transport maritime fait partie de son ministère, qui est le maire de Boulogne-sur-Mer. Alors lui, qui est un Hollandais pur jus, et qui n'était pas là non plus. Et vous avez une présidente socialiste de la région, ancien ministre du Travail, qui n'était pas là non plus, il n'y avait personne. Voilà, donc il faut compter que sur nous-mêmes. Donc, l'idée, quand je suis là aujourd'hui, que Nadia, Pierre, Michael m'appellent, que je les rencontre, je leur ai dit, écoutez, moi je ne suis pas devin, je ne sais pas si on peut. Mais en tout cas, il faut essayer. Et si on essaye, mon souhait, ça soit de la plus belle des manières, c'est-à-dire une belle coopérative. Mais pour ça, faut-il que les travailleurs soient convaincus de la démarche, c'est la première chose. Et qu'ensuite, bien entendu, on puisse mener les études économiques nécessaires pour savoir si c'est possible ou pas possible, et si c'est possible, dans quel périmètre c'est possible, à quelles conditions, et tutti quanti. On a fait Sarthe morte pour ça. Et l'association citoyenne, vraiment sur le parvis de la préfecture, il y avait tous les élus. Sénateurs, députés, les bleus, les verts, les rouges, les extrêmes noirs. Tout le monde était là, en la félicitant. Le préfet les a reçus, ou son bras droit, parce qu'il en a marre de les recevoir. Et pour dire, vous avez raison, ils ont tous dit, vous avez raison, il faut qu'on vous finance cette étude. Bien sûr, il faut commencer par là. Bien sûr, on parlera peut-être de réindustrialisation à terme, mais d'abord, il faut commencer par ça. Et pour commencer par ça, il faut qu'on puisse financer l'étude économique. On est 15 jours plus tard. On se retourne. Il y avait même un parlementaire, pourtant, ce matin dans le train à côté de moi. Rien. Rien. Ils ont donné 200 millions d'euros en pure perte
À Arjovéguis, quand vous réclamez 20 000 ou 30 000 euros pour financer l'étude, il n'y a personne, malgré les belles paroles. D'accord? Alors, ça n'a pas empêché Pierre, vous voyez, même s'il est bien bronzé, qu'il a la bonne mine, d'avoir beaucoup travaillé, donc on va lui laisser la parole. Donc, il faut travailler à ça. Ils y travaillent avec les moyens du bord. Ce n'est pas suffisant. Il faut trouver les financements. Pour l'instant, nos amis journalistes vont relayer ça. On attend toujours le retour du département, de la région et tutti quanti de l'État. On ne voit rien venir. Et je vous fais la réponse, ma chère Nadia. Vous ne verrez jamais arriver ce financement. Je parle d'expérience. Donc, c'est des belles paroles. On les connaît. Il n'y a jamais d'acte derrière. Mais on pourrait s'en passer. D'accord? Donc voilà, ma volonté, ce n'est pas que le contentieux, c'est qu'on puisse faire en sorte que cette entreprise ne disparaisse pas. Alors ça ne sera plus avec 560 personnes, ça sera peut-être avec 50, peut-être avec 100, mais ce qu'on peut prendre, il faut le prendre. Et si on peut le prendre de la plus belle des manières, à travers une coopérative ouvrière, de travailleurs convaincus de cette démarche, alors bravo, finalement, l'état de droit, la démocratie, elle est là à la base. Ce serait juste magnifique et ça ferait retravailler un peu pour partie nos fournisseurs. Donc juste, ça c'est l'intérêt général. Voilà. Donc la démarche est une démarche pour moi, c'est pour ça que je leur ai dit tout de suite oui. Hein. Depuis le mois de juin, on en a raconté, depuis le solstice d'été précisément, d'échanger. Je suis venu à Sarthe-Morte, on s'est rencontrés plusieurs fois, donc je suis devant vous aujourd'hui, bien évidemment. Donc, ce qui a été fait, pour partie, c'est intéressant, mais c'est le début de l'histoire et ce n'est pas la fin de l'histoire. Pour l'autre partie, je trouve que baisser les bras, c'est le contraire du volontarisme. Il ne faut pas renoncer aussi facilement. Donc, je laisse la parole à Pierre, peut-être, ou à Nadia. Je passe la parole à Pierre. C'est comme tu veux. Voilà, et puis après, s'il y a des questions, on répondra bien sûr à toutes vos questions, bien évidemment. Tous les propos que je vous ai comptés ne sont pas les miens, ce sont ceux des deux mandataires judiciaires, du juge commissaire et du tribunal de commerce. Et les déclarations de l'État à la préfecture de la Sarthe le 1er avril dernier. Donc moi, je n'ai fait que le perroquet ce matin. Okay, je n'ai fait que mettre en perspective ce qui s'est réellement passé. Je n'invente rien, je n'ai rien créé, je n'ai fait aucun scoop, je ne fais que répéter votre histoire qui n'aurait jamais dû se dérouler de cette manière. Voilà, Pierre. Juste un mot. Moi, je voudrais, par rapport aux intérimaires, ah oui, pardon. On avait fait une proposition sur ce que vous avez indiqué, de traiter la question des intérimaires, parce qu'ils sont partis sans rien, et ils sont dans la nature, la plus totale. La bataille pour, si on comprend bien, la bataille qu'on peut mener aujourd'hui avec les salariés, les ex-salariés, une fois qu'ils auront touché leur chèque, on peut donc, tous les engagements qui ont été pris dans le cadre de ce protocole transactionnel, cette transaction, hein, c'est ce que vous avez bien compris, qu'elle peut être effacée, et donc ça libère chaque salarié, et ça libère aussi l'intersyndicale, de toutes ces pseudo, comme on dit, obligations, se la fermer, rester chez soi, ne pas contester, ne rien dire, laisser mourir l'usine. On n'est pas obligé de ça. Vous savez que nous, depuis le début, ce qu'on veut, on sait très bien que l'intersyndicale a géré les problèmes des salariés. Ça, c'était pas notre terrain d'intervention. Nous, on se bat pour les villages, on se bat pour la région, on se bat pour l'avenir, pour nos enfants, parce que on reste là, nous, on vit là. L'usine ferme, on passera devant, les commerces vont fermer, les petites et moyennes entreprises vont être en difficulté, et la vie va devenir affreuse. Et donc c'est ça, au fond, qu'on ne veut pas. Donc même si ce n'est pas tout à fait notre spécificité de vous aider les salariés, puisqu'il y a déjà des organisations syndicales, je rappelle que nous rencontrons l'intersyndicale cet après-midi. Nous espérons pouvoir travailler ensemble pour sauver l'usine, parce que le problème, c'est bien de bloquer maintenant la liquidation judiciaire. Or, il y a moyen, certainement, de faire quelque chose pour qu'ensemble, ils ne continuent pas à vider, à démolir, etc. etc. Beaucoup, et c'était ce qui avait justifié notre revendication de nationalisation temporaire, c'est que cette nationalisation temporaire
dont M. Bruno Le Maire dit aujourd'hui que c'est pas possible parce que ça allait froisser les lois européennes. Bon, eh bien, elle permettait de payer les dettes, c'est-à-dire les fournisseurs, et pas simplement les institutionnels. Parce que l'URSSAF, les impôts, eux, ils sont restés 2 ans sans rien dire, hein, quand la direction de l'usine ne déclarait pas les trucs. Alors maintenant, il ne faut pas qu'ils viennent pleurer en disant nous d'abord. Hein. Pourtant, ils sont placés avant les fournisseurs et les créanciers qui ont payé, eux, avec leur boulot, avec leur argent, pour faire fonctionner l'usine, pendant qu'elle pouvait soi-disant plus payer, que c'était juste un petit problème, ça allait se régler, etc. etc. Nous, c'est cela qu'on veut voir indemnisés en premier, parce qu'il y a déjà eu plus de 25 licenciements qui se sont rajoutés à tous ceux qu'on a connus à Bessé et au Bourret, et donc ça ne peut pas continuer, on ne veut pas que ça continue. Alors ils nous disent tous, et c'est vrai, Maître Brun le disait l'autre jour, à la préfecture, c'est la première fois qu'on voit tous les élus, que ce soit des sénateurs, députés, maires, dire tous la même chose. Ah oui, il faut sauver Arjowigging. Alors bon, bah, écoutez, on est dans un pays où la politicaillerie, vous savez, triomphe beaucoup. Nous, on est pour la vérité des prix et pour dire les choses, quelles que soient les opinions politiques des uns et des autres, les élus qui se comportent bien, il n'y a pas de raison de les emmerder. Hein. Mais ceux qui se foutent de nous, ils vont avoir quelques soucis, ça c'est sûr, pour l'instant. Donc il y a toute cette bataille, peut-être Philippe pourra nous dire ce qu'on peut faire pour les intérimaires, parce que ça concerne quand même 120 personnes dans ce secteur, hein, et c'est quand même important. Mais aussi, donc après, nous on est convaincus qu'on peut sauver l'usine. Ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas la suivre. On ne va pas écouter ce que dit M. Lebar. M. Lebar, il a tout fait, Philippe l'a exposé tout à l'heure, pour qu'il n'y ait plus de production en France. Or, il y a une volonté majoritaire du peuple pour qu'on produise en France. Il n'y a pas de raison, on n'est pas plus con que les autres, et on n'est pas condamné au tourisme. Hein, parce que le tourisme, ça ne nourrit pas son homme. On peut dire ça. Donc, peut-être Pierre va nous donner quelques éléments sur la structure du projet qu'on a, mais nous, ce qu'on veut, ce n'est pas une petite reprise à la marge. C'est une magnifique usine, magnifique, grande. Elle peut répondre aux besoins nationaux de papier. On a un débat la semaine prochaine dans le cadre de la fête du livre au Mans, et donc on va animer un débat sur quel avenir pour la filière papier. Et on est bien décidé avec l'aide de tous ceux qui pourront travailler avec nous. Alors on a des éditeurs, on a des imprimeurs, on a le monde du livre, c'est-à-dire les auteurs, les graphistes, tout ça, tout ce monde-là, plus bien évidemment des personnes qui sont dans les autres papeteries qui sont menacées en France partout. Et donc, on va pouvoir petit à petit, comme on l'a fait depuis le début, construire un rassemblement. Vous avez vu les soutiens, on les a publiés pour sauver Arjowigging, c'est impressionnant. Il y a la page LinkedIn également, destination. Voilà, et LinkedIn, voilà. Sur LinkedIn, on a une page en direction des professionnels du monde du papier. Et donc là aussi, on a énormément de contacts. Ce qui fait que, voilà, on contacte des tas de gens, des ingénieurs, des gens, d'autres usines, d'autres trucs. Ça fait beaucoup de travail, mais ça peut être formidable. On compte vraiment sur vous. Les salariés, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Parce que, vous savez, dans 1 an, on va se retrouver tous dans le désert de Gobi. Hein. Il n'y aura pas de boulot. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a ceux qui vont partir travailler à 1 heure de route d'ici. Et puis les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, ils n'auront rien. Ils seront donc confrontés au marché boucher. Donc, ce n'est pas possible d'accepter ça. Si on est tous ensemble, on peut gagner. Parce que vous voyez ce qu'on a fait avec les politiques. C'était pas facile, hein. Mais on a quand même réussi à rassembler tout l'arc politique. Tout l'arc politique. Et donc, maintenant, on leur dit, pas que des paroles, hein, des actes. Voilà, si on est avec vous, nous, on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec l'intersyndicale. Nous, on tient vraiment à ce que cette limite a été donnée le 31 octobre, c'est-à-dire dans 3 semaines, pour le début de démantèlement des machines. Cette date-là, elle saute. C'est ce qu'on a demandé au ministre Bruno Le Maire. C'est ce qu'on va voir avec l'intersyndicale. Si tous les salariés sortent de chez eux, on parlait de prime de la honte et tout ça, c'est de la connerie. Moi je le dis, c'est de la connerie. Parce que tout ce qu'on peut prendre dans le cadre d'un conflit, il faut le prendre. Mais ça ne veut pas dire, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est vendre l'outil de travail.
faut pas le laisser tomber parce que c'est l'avenir, c'est nos enfants, c'est nos villages, c'est tout ça. Et on doit être solidaire par rapport à l'avenir. C'est notre principale responsabilité. 2 minutes. Oui. Et puis après, Oui. toi. Et après. Alors oui, une précision complémentaire. J'ai parlé très rapidement tout à l'heure des travailleurs précaires et intérimaires pour l'essentiel. Donc 120 personnes. Et curieusement, enfin moi je ne sais pas comment fonctionne votre intersyndicale. Et quand j'interviens dans un dossier, je commence par faire en sorte que dans le plan social, on y intègre des travailleurs intérimaires qui sont aussi méritants que vous, et que chacun d'entre vous. Donc, bien entendu, ça n'a pas été fait. Il manque 120 transactions. Il manque 120 fois 10 000 euros. Ah, il reste à faire. Alors, ceci dit, au moins eux sont des hommes libres, ils n'ont pas signé de transaction, ils sont complètement libres pour le coup. Et bien entendu, si j'ai travaillé de manière répétée, longue, dans le cadre de contrats répétés, multiples, etc., il y a 99% de chances qu'on puisse faire requalifier leur contrat précaire en un contrat de droit commun, comme chacun des salariés qui ont signé la transaction. Donc pour ça, il faut étudier les 120 dossiers, hein, bien évidemment, mais mon intime conviction, s'il y a un tel volant d'intérimaire pendant si longtemps, c'est que bien entendu, on a triché, et on triche depuis longtemps avec l'intérim et avec l'emploi précaire. Et bien entendu, à partir du moment où vous pouvez établir cette requalification, ces travailleurs ont les mêmes droits que les autres. Hein, il y a 2 catégories d'oubliés aujourd'hui, mais alors, il y a tout le monde, mais plus particulièrement oubliés, il y a les fournisseurs et il y a les travailleurs intérimaires. Eux, c'est le pompon du pompon, hein, dans cette affaire. Et donc, je ne comprends pas. Alors, on peut m'expliquer que l'intersyndicale a essayé, n'a pas pu. Mais j'aimerais entendre qu'elle a essayé. Et si elle avait sérieusement essayé, ben, il y a au moins un dossier qui serait parti devant le juge pour dire attention, là on triche, requalification, donc CDI, donc plan social comme les autres, et donc l'indemnité transactionnelle comme les autres. Donc Thomas, si vous m'entendez, poursuivez cette affaire avec les travailleurs intérimaires. C'est eux aussi leurs 10 000 euros. Ils ont subi la même fraude que les autres. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un message à faire passer cet après-midi, bien évidemment. Mon cher Pierre, c'est à toi. Merci beaucoup. Bon, quand on a planché sur la continuation de l'entreprise, bon, j'ai étudié pendant 10 ans les comptes de l'entreprise, sur les 10 dernières années. Les comptes, je les ai obtenus bien sûr par l'intersyndicale, et donc j'ai pu étudier la totalité. Le premier principe que je voudrais faire apparaître, c'est que l'entreprise fonctionnait bien et elle n'était pas en perte. Elle n'a jamais été en perte, à aucun moment. Jamais. Là, c'est une entreprise qui fonctionne très bien et qui pourrait encore fonctionner très bien. La seule chose qui lui est arrivée, c'est M. Lebar. Et M. Lebar n'a eu de cesse pendant 10 ans de pomper tout l'argent disponible dans l'ensemble de la production d'Arjowiggins et bien entendu surbaissé. Je l'ai étudié, j'ai fait un document qui prouve ce pompage qui est à face multiple. Ça va du capital, qui a diminué au moins de 10, qui a été divisé au moins par 10, ça va par toute la trésorerie qui a disparu aussi, etc., etc., etc. Autrement dit, on a fragilité volontairement cette entreprise. Alors, on a avancé, bien entendu, les 14% du chiffre d'affaires sur les 10 années qui a diminué, sauf qu'on a oublié de dire qu'en Thalys, c'est 24% de moins de chiffre d'affaires. Donc, on a fait un choix de maintenir Antalis hors de flot à partir de la production et en liquidant cette production. D'accord? Cette production, elle n'est pas liée à un phénomène économique, ça marche très bien, il n'y a aucun problème. Elle est liée tout simplement à des problèmes, je dirais, judiciaires, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais la pollution de la baie d'Hudson, c'est 2 billions de dollars que 9 sociétés doivent rembourser. Dans ces 9 sociétés, il y a le bar. D'accord? Donc ça veut dire qu'il fallait absolument liquider toute la production pour ne pas faire face à cela, et évidemment liquider aussi Sequana. La deuxième, c'est
la justice anglaise qui, par des cessions de cette entreprise qui devait, disons, partager ses 10 millions, a récupéré un bébé qu'elle refuse. Et donc, le bar a aussi, je dirais, aux fesses la justice anglaise, et donc ce qui crée tout ça des sommes énormes, et donc il fallait liquider la totalité de la production. Voilà. Donc c'est pour ça que ça se fait. Et donc ça se fait très vite. On voit qu'au démarrage, il y a je dirais, une volonté de vente, donc ça s'est produit, puis ensuite il y a une volonté de liquidation, parce que derrière, il y a je dirais, des paiements à verser et qu'on ne veut pas verser. Donc voilà. Donc mon premier message, c'est de dire, votre entreprise fonctionne très bien, elle fonctionnait très bien, et elle aurait pu fonctionner encore très bien. Un chiffre d'affaires qui baisse de 14%, c'est pas dramatique. Pas dramatique du tout. Et ce n'est pas justifié pour pouvoir la détruire. Donc ça, c'est le premier point. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors moi, je me suis attelé, si vous voulez, à rechercher des partenaires économiques pour faire un business plan, sauf que ça coûte très cher. Donc quand on a vu les coûts qu'on nous demandait, j'ai décidé de le prendre à ma charge. Alors, je suis docteur ingénieur, je suis tout à fait capable de faire un business plan, donc un plan économique, sauf que je n'ai pas la connaissance de la papeterie. Voilà. Donc j'ai donc recherché des ingénieurs capables de m'aider. Et donc aujourd'hui, je suis en mesure de mieux comprendre comment ça fonctionne et de faire un business plan. La seule difficulté que j'ai aujourd'hui, elle est de nature, simplement, est-ce que oui ou non je récupère les machines? C'est fondamental. Donc je suis à un point d'arrêt dans l'étude tant que je ne sais pas si j'ai ou non récupéré ces machines. C'est fondamental. Le deuxième point, c'est la dépollution du site qui nous est imposée. Alors là, ça coûte aussi très cher. Alors, est-ce qu'on va nous l'imposer ou est-ce qu'on peut se battre pour ne pas l'avoir? Voilà. Vous voyez? Donc, c'est deux points essentiels qui aujourd'hui me bloquent dans l'avancée de ce business plan. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Et je suis désolé, il faut que je parte dans 5 minutes parce que je rencontre un Suisse qui est un technicien, je dirais, enfin, qui est un ingénieur extrêmement important dans le domaine de la papeterie. Donc, voilà, donc, il va m'aider peut-être un peu plus à mieux comprendre ce qu'est ce monde-là. Alors, je vous propose de faire commencer le débat. Tu vas prendre la... Non, je lui demandais à Pierre si ça voulait dire qu'il ne sait pas. Non, je ne sais pas là. Je l'ai su que trop tard et je n'ai pas pu déporter mon rendez-vous. Ben, vous pouvez vous voir demain. Oui, on a la semaine prochaine. C'est pas... On va faire mieux. Vous avez Bon, alors, si vous voulez, est-ce que vous avez des questions pour préciser un petit peu les choses? Est-ce qu'il y a des zones dont vous voulez voir éclaircir? On donne la parole au premier qui l'a vu.